Bonjour chers auditeurs, bienvenue au podcast Humain, le podcast qui traite des enjeux actuels planétaires en se basant sur différents concepts rattachés aux disciplines de sciences humaines. Vos animateurs aujourd'hui pour tout le long du podcast seront Charlie et Étienne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre podcast souhaite informer et sensibiliser la population sur des enjeux contemporains dans lesquels ils sont des acteurs sans même le savoir. Le thème de cet épisode, c'est la mode rapide, aussi mieux connue sous le nom de fast fashion. Nous présenterons certains déterminants principalement économiques, les impacts géographiques de cette industrie, la manière dont cet enjeu prend place dans notre société et nous offrirons certaines solutions et actions pour faire changer les choses. Avant d'aller plus loin, nous voulons vous informer que pour ce podcast, nous avons fait des entrevues avec deux différentes expertes dans leur domaine. La première experte est Myriam Laroche. Elle est la fondatrice et a été la présidente de l'Eco Fashion Week de 2009 à 2018. C'est une semaine de mode éco-responsable. Étant stratège en mode éco-responsable, elle offre aussi des services de consultation pour des compagnies de vêtements qui souhaitent entreprendre le virage vert. Ses nombreuses années d'expérience dans l'industrie nous permettront de mieux comprendre le phénomène de mode rapide. Notre seconde experte est Karine Foucault. Elle enseigne la sociologie depuis 2008 au niveau collégial et elle fait partie du personnel du Cégep de l'Outaouais depuis 2015. La mode rapide se définit par la conception, fabrication et commercialisation massive de vêtements dans des délais très courts. Pour augmenter les profits à la vente, les matériaux utilisés sont de qualité médiocre. Les vêtements sont donc de mauvaise qualité et ne sont pas durables. Les compagnies de mode rapide comme Zara, H&M, Shein et Urban Planet, pour ne nommer que celles-là, pratiquent la délocalisation de leurs industries dans des pays externes. De plus, ces compagnies exploitent la main-d'œuvre, ce qui explique les vêtements vendus à des prix très abordables. C'est pas normal que ton café coûte plus cher que ton chandail. Les compagnies de mode rapide ne sont pas responsables d'un point de vue environnemental et éthique. En effet, l'industrie du textile est à la deuxième place pour celle qui pollue le plus sur la planète. Pour faire une petite parenthèse sur la mode rapide, puis comment ça a commencé, Zara a été un des premiers à faire de la mode rapide. Dans le fond, ils allaient dans des défilés de d'autres marques qui étaient bien connues, puis ils copiaient les modèles qu'ils voyaient au défilé pour ensuite les reproduire eux-mêmes avec leur chaîne de production qui était beaucoup plus rapide. Puis ça leur permettait de sortir leur collection qui était copiée sur la collection des autres marques avant celle-ci pour avoir un avantage sur le marché. Donc c'est pas mal comme ça que ça a commencé. Il y a aussi le fait que Zara a été une des premières compagnies à sortir plusieurs collections par année. Avant, la norme, c'était plutôt de sortir entre 2 et 4 collections par année, soit une collection par saison. Donc Zara, eux, ils ont vraiment commencé à en sortir plus. Puis en ce moment, on peut voir actuellement des compagnies qui sortent à peu près 40 ou même 50 collections par année. Donc maintenant qu'on connaît l'histoire avec Zara, Étienne et moi, on a voulu comprendre l'histoire plus en général, les déterminants économiques de la mode rapide. On s'est entretenu avec notre première spécialiste, Myriam Laroche, qui nous a expliqué en quoi le néolibéralisme et le capitalisme ont eu un impact sur le développement et la création de la mode rapide dans notre société. Avant 1999, il y avait des quotas. On ne pouvait pas faire, je dis 1999, ça a été parlé, puis je pense que ça a été appliqué au début des années 2000. On ne pouvait pas faire autant de vêtements qu'on voulait en Asie. Il y avait un max, le reste, on devait le faire local. J'étais acheteur pour une compagnie qui s'appelait Jacob dans ce temps-là, puis Historia, là, ça fait très longtemps, vos parents doivent connaître ça. On avait des quotas, il y avait des max. On avait vraiment une production locale ici. Quand ces quotas-là ont tombé, tu pouvais faire autant de vêtements que tu voulais en Asie. Et la raison qu'on a donnée, c'est on va supporter les pays sous-développés, pauvres, ils ne travaillent pas assez. On va les faire travailler plus. On va les faire travailler plus. On va les exploiter plus.
En fait, la mode rapide est arrivée à cause de, comment je pourrais dire ça, le greed, la soif de profit et le capitalisme, parce que les marges de profit, on parle de entre 50%, il y en a même qui font des 90% de marge. 90% de marge du détaillant, là, c'est-à-dire le détaillant l'a payé 10 et il le vend 100 Donc, lui, il y a 90 qui vient dans ses poches. C'est gros, là, comme profit, là. Tu sais, aussi, il le vend 10 c'est qu'il l'a payé 1 Donc, le profit que les entreprises peuvent faire est immense. C'est une industrie où que les travailleurs sont faciles à exploiter parce que ce sont des femmes. Écoutez, il y a des grosses compagnies comme les Louis Vuitton, maintenant les Gucci, qui font faire en Asie. Puis ça, on vend des manteaux à 10 000 qui ont été faits en Chine. Puis la réalité, c'est que maintenant, fait en Chine, fait en Asie, ça ne veut pas dire de mauvaise qualité. Ils sont rendus très avancés, surtout en Chine. Ils font de la super qualité, mais pour vraiment le cinquième du prix. Donc, c'est ce qui se passe. C'est la soif de profit qui est un problème. Le modèle capitaliste ne fonctionne plus de cette façon-là. Le modèle capitaliste qui est l'utilisation de ressources neuves pour créer des nouveaux produits. C'est parce qu'on n'a plus de ressources neuves. Là, on s'en va dans le mur. Donc, l'importance d'avoir un modèle circulaire est essentielle pour la survie de notre industrie. Wow, c'était vraiment pertinent les points que Myriam elle a apportés. Tu sais, je veux dire, justement, avec la fin des quotas au Canada, puis en Amérique, en fait, genre, ça s'inscrit vraiment dans le mouvement néolibéral parce que pour le néolibéralisme, les mesures protectionnistes sont comme un frein au développement économique. Fait qu'on peut vraiment comprendre que ça a eu un impact, puis ça a permis justement aux industries d'aller délocaliser leur industrie ailleurs, puis ça leur a permis d'aller chercher des marges de profit qui étaient plus hautes. Fait que ça vient aussi lié au capitalisme, finalement. Ouais, c'est quand même fou de se dire qu'on est tous complices du capitalisme puis qu'on oublie la chaîne de production pour avoir le prix le moins cher. Tu sais, le chandail que t'achètes sur Shein ou quoi que ce soit qui coûte comme 5 quand tu l'achètes, tu penses pas nécessairement à toutes les personnes qui y ont touché. Puis, tu sais, le petit enfant au Bangladesh qui est en train de travailler dans une usine, on y pense pas nécessairement à ça. Puis, pourtant, ça fait partie de la réalité, là. En plus, veux pas, un vêtement de qualité, ça a quand même une certaine valeur. Fait que, tu sais, justement, comme on disait dans l'introduction, c'est pas normal si ton t-shirt coûte moins cher que ton café. Puis souvent, la différence, c'est que dans le fond, ton t-shirt va coûter moins cher à cause qu'il y a eu de l'exploitation, autant de l'exploitation de ressources que de l'exploitation d'humains. Puis c'est ça qui est grave parce que les profits occasionnés par les vêtements, dans le fond, ils vont être redistribués à travers les grands dirigeants de l'entreprise. Je veux dire, la vraie personne qui va avoir produit, les vraies personnes qui vont avoir produit ton chandail ou ton vêtement, tu sais, je veux dire, il va avoir quelques cents sans plus, là, c'est vraiment inégal. Tu sais, on fait beaucoup de l'évitement volontaire par rapport à la raison pour laquelle le vêtement est moins cher. Puis honnêtement, moi je m'en rends compte, là, ma garde-robe est remplie de vêtements de marques de fast fashion. Puis c'est quand même fou de me dire que tout ça, je l'ai payé, mais que c'est au détriment de la vie de d'autres personnes. On peut aussi parler, je veux dire, j'entends souvent des gens dire qu'ils sont fiers d'acheter un certain vêtement. Tu sais, ils vont dire, ah, tu sais, en plus, je l'ai payé juste 12$. Tu sais, fait qu'en plus, tu sais, on dirait que, comme tu disais, on se concentre vraiment sur le prix, mais faudrait peut-être plus se concentrer sur les conditions finalement qui ont été dans quelles conditions les travailleurs ont produit le chandail, puis si justement la compagnie elle est peut-être plus responsable autant au niveau environnemental qu'éthique. Donc c'est ça, c'est peut-être des éléments qui devraient plus nous préoccuper.
Nous vous remercions d'écouter le podcast humain. Donc, encore une fois, dans notre entrevue avec Myriam Laroche, on voulait en apprendre plus sur la création d'un vêtement ainsi que sa chaîne de production. Donc, je vais vous laisser avec sa réponse. Prenons la vie d'un T-shirt en coton. Donc, ça commence dans les champs de coton. Donc, il y a un fermier, un agriculteur qui fait pousser du coton. Cette personne-là la récolte, récolte le coton, ensuite le vend à un transformateur de fibres en fil. Donc là, les petites boules de coton vont devenir des fils. La fibre va devenir un fil. Une fois que ça devient un fil, ben soit tu le tisses, soit tu le tricotes. Il y a deux types de tissus qu'on appelle. Il y a le tissé et il y a le tricoté. Vos t-shirts, c'est du tricot. Vos jeans, c'est du tissé. Donc, il y a ces deux trucs-là. Donc, le tissu est tissé. Tu as deux options. Tu peux faire teindre ton fil avant de le tisser ou tu peux faire teindre ta matière une fois que c'est tissé. Fait que là, tu as une fourchette pour décider où que ton fil s'en va. Donc là, on a récolté le coton, on a transformé la fibre en fil, on a tissé, tricoté, on teint. Là, il y a du monde, là. Il y en a des mains là, qui ont jeté. Là, c'est juste rendu en tissu. Là, ici, il y a des gens qui travaillent pour faire un dessin, faire un patron, faire des recherches de tendance. Fait que là, tu as du monde ici à plus gros salaire qui travaille pour créer la collection. Donc, cette personne-là va choisir ce coton-là qui a poussé et tout, et va envoyer un tech pack, donc un package avec les mesures puis tout ça. Il y a des personnes qui vont faire un patron. Une fois que le patron est fait, le patron va être mis sur le tissu, il va être coupé. Donc, on a des coupeurs. Une fois que c'est coupé, on a les assembleurs qui font le T-shirt. Puis, n'oubliez pas le fil qu'on utilise pour coudre le coton. Il y a quelqu'un aussi qui a travaillé sur ce petit fil-là. Et ensuite, on assemble le T-shirt. Des fois, le T-shirt, là, on parlait de teinture, des fois, le T-shirt va être fait en grège et va être teint en pièces complètes. Fait que ça, c'est une autre façon de faire le T-shirt aussi. Il y a quelqu'un qui va faire le petit label dans le cou. Des fois, c'est un label en tissu. Des fois, ça va être imprimé. Des fois, on voit ça, c'est un print dans le chose. Fait que tu as deux façons de le faire. On va peut-être le laver. Des fois, là, il y a une chose de lavage pour voir s'il rétrécit ou pas. Ensuite, il y a quelqu'un qui va l'empacter. Il y a quelqu'un. Puis souvent, ce qui se passe, les compagnies d'ici vont envoyer leur price tag. Donc, la personne a mis le label dans le coup, mais le petit étiquette de prix, ça se fait souvent par les usines. Donc, quand ça arrive ici, c'est prêt à mettre sur les tablettes. OK? Donc, là, il y a des gens qui ont étiqueté, ça a été empaqueté. Il y a des gens qui l'empaquent, mettent dans une boîte. Là, ça va sur un bateau. Si tu as travaillé assez d'avance, que si ça va sur un bateau, on parle de 3-4 mois pour s'en venir ici. Si ça prend l'avion, c'est beaucoup plus rapide, mais plus cher et plus dommageable au niveau de l'environnement. Ça arrive ici dans l'entrepôt, il y a quelqu'un qui le dépaque, il y a quelqu'un qui le scanne pour que ça rentre dans l'inventaire, ça s'en va sur les tablettes. Quand c'est sur les tablettes ou ça s'en va directement dans les magasins, une fois dans les magasins, les gens dans le magasin les dépaquent, enlève le packing. Là, souvent, c'est enveloppé individuellement dans du plastique. Puis ça va sur les tablettes. Fait qu'ensuite, il y a quelqu'un qui le vend. Le consommateur va le prendre. Puis là, après ça, il arrive à la maison, puis il va être lavé et utilisé. Avez-vous vu la chaîne, la longueur? Puis, je vais en rajouter. Des fois, le coton, il vient de la Chine ou de l'Inde. Il est tissé dans un autre pays. Il est coupé dans un autre pays. L'étiquette vient d'un autre pays. Puis là, tout ça, ça a pris l'avion, le bateau et tout. Et c'est tellement complexe comme inventaire. Puis là, on parle d'un T-shirt. Merci encore, Myriam, pour cette réponse très détaillée qui nous a permis de mieux comprendre le mode de production d'un vêtement. C'est quand même fou de se dire qu'avant d'acheter ton chandail, il a voyagé plus que toi. Hey Charlie, en parlant de voyage, le prochain segment va parler des conséquences géographiques de la mode rapide, notamment de la relocalisation et de l'exploitation des ressources naturelles. Étienne, pourrais-tu me dire c'est quoi exactement la relocalisation? En fait, la relocalisation, c'est un concept géographique qui s'applique à la mode rapide. Donc, ce processus-là, il se fait après la délocalisation. Pour la délocalisation, on en avait un peu parlé quand on avait parlé des quotas puis du début de
des débuts de la mode rapide. Donc, juste un petit rappel, la délocalisation, c'est quand que une compagnie va quitter son pays d'origine. Puis finalement, la relocalisation, c'est quand l'entreprise s'attribue un nouvel emplacement ou un territoire afin de poursuivre ses activités économiques. Ok, oui, je comprends, mais pourquoi les compagnies font de la relocalisation? Ben, il y a 4 raisons principales pourquoi une compagnie fait de la relocalisation dans le cas de la mode rapide. Donc, la première raison, c'est un manque de législation par rapport à la protection des travailleurs dans certains pays. Donc, tous les pays sont différents justement sur les façons dont ils vont protéger leurs travailleurs. Puis, il y a certains pays que ça va être des législations qui vont être plus souples ou moins encadrées. Puis aussi, des fois, c'est carrément une question de culture. Comme par exemple, quand on a parlé avec Myriam, elle nous a fait réaliser qu'au Vietnam, qui est quand même un pays où est-ce qu'on peut voir de la relocalisation, ben au Vietnam, c'est considéré normal des semaines à 6 jours semaine. Donc, c'est un peu de profiter de certaines conditions par rapport aux travailleurs qui vont permettre aux compagnies de plus produire. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le taux d'imposition élevé ou non. Fait encore une fois, dans différents pays, ils ont différents taux d'imposition, puis la compagnie va essayer de tirer profit de ces différences-là. Donc, elle va aller évidemment dans un pays où le taux d'imposition est peu élevé. Donc, ça va être plus bénéfique pour elle et ses marges de profit. Ensuite, il y a aussi la question des réglementations environnementales. Donc, c'est pas tous les pays qui ont des règles autant strictes, par exemple sur la gestion des déchets des entreprises. Puis, des compagnies de mode rapide que eux, c'est pas dans leur priorité la préservation de l'environnement, ben ils vont préférer aller dans des pays où est-ce que les réglementations sont plus souples. Comme ça va leur permettre de produire comme bon leur semble. Puis c'est ça, dans le fond, ça peut être un frein à la production. Je reprends l'exemple de la gestion des déchets, ça a quand même un coût. Puis juste différentes réglementations environnementales, ben c'est des règles à prendre en considération pour chaque développement de l'entreprise. Donc c'est pour ça que les entreprises se relocalisent vers des pays qui ont des réglementations plus faibles. Finalement, la dernière raison pourquoi les entreprises se relocalisent, c'est pour avoir un meilleur accès aux ressources naturelles. Ça peut se trouver à l'intérieur même du pays, là. Comme juste de se rapprocher d'un cours d'eau ou de certaines plantations, ou même de se rapprocher d'un océan pour pouvoir faciliter le transport, comme on a pu le voir avant avec le fait que dans la chaîne de production, c'est partagé partout dans le monde. Ben justement, avoir un meilleur accès à l'océan, ça te permet aussi d'être plus accessible pour le commerce. Étienne, tantôt tu as parlé du Vietnam, mais c'est où les pays les plus populaires pour la relocalisation? Ben, en ce moment, les entreprises, ils se relocalisent principalement en Chine, au Bangladesh, en Indonésie. J'ai parlé bien évidemment du Vietnam et aussi en Éthiopie. Par contre, ça, c'est juste des exemples. Puis, c'est tout le temps en mouvement, dépendamment justement des réglementations puis des réalités du pays. Mais il y a aussi plein d'autres pays que j'ai pas nommés qui subissent la relocalisation. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 2 conséquences géographiques. Il y avait la relocalisation et l'exploitation des ressources naturelles. Donc, on va vous parler plus en détail de l'exploitation des ressources naturelles. Justement, Charlie, c'est quoi l'exploitation des ressources naturelles? Dans le fond, l'exploitation des ressources naturelles, c'est quand les humains utilisent intensément des ressources limitées de la planète pour combler leurs besoins au détriment de la biodiversité. Tu sais, un vêtement, ça nécessite vraiment beaucoup de ressources. Là, je vais vous donner des exemples, mais je vais en parler plus tard. Il y a le coton, le lin, le chanvre. Ça, c'est pour les fibres naturelles. Mais il y a aussi du pétrole pour les fibres synthétiques. Puis on le sait que ces choses-là, ça prend du temps avant de se renouveler, mais on en utilise en quantité industrielle. Comment est-ce que la mode rapide exploite des ressources naturelles? Dans le fond, il y a 2 manières principales. Il y a la monoculture et la pollution hydrique.
La pollution hydrique, c'est une conséquence de l'exploitation des ressources naturelles. Dans le fond, c'est quand on fait la coloration des vêtements, ça utilise beaucoup d'eau. Puis cette eau-là, on la renvoie dans d'autres sources d'eau. Ça fait que ça pollue l'eau potable qu'on a déjà. Ça, c'est le premier facteur. Puis le deuxième, c'est la monoculture. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, en histoire, quand vous étiez plus jeune, ils parlaient de les 3 sœurs. Ça, c'est trois trucs qui poussent, qui vont se complémenter. Mais quand on fait de la monoculture, ça utilise juste un nutriment dans le sol, puis c'est le même nutriment qui est toujours utilisé, puis il n'y a rien pour renouveler le sol et les terres. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir différentes choses qu'on fait pousser au même endroit. Comme ça, il y en a une qui prend un nutriment, mais il y en a un autre qui va mettre un autre nutriment, puis ça va venir renouveler la terre, ce que la monoculture ne fait pas. OK, mais c'est quoi les ressources naturelles qui sont utilisées? Ben, dans le fond, comme j'en ai parlé tantôt, là, il y a beaucoup d'utilisation de l'eau, notamment avec la teinture de vêtements, la pollution hydrique. Il y a aussi avec la fabrication de fibres, par exemple le coton. Si je peux vous donner un exemple, là, il y avait la mer d'Aral en Ouzbékistan qui s'est complètement asséchée. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dévié une rivière. Ça, c'est une rivière qui alimentait la mer. Ils l'ont déviée pour que ça aille alimenter les champs de coton. Puis, à l'intérieur de 10 ans, la mer a disparu parce que le coton prenait vraiment beaucoup d'eau pour pousser. Également, dans la production, par exemple, t-shirt. Faire un t-shirt, c'est à peu près 1000 litres d'eau. Fait que ça utilise vraiment beaucoup d'eau, la production de vêtements. Après ça, il y a l'utilisation de pétrole dans les fibres synthétiques. En passant, fibres synthétiques ne sont pas biodégradables. Donc ça veut dire que toi, tu vas mourir et toutes les générations après toi, ton t-shirt va être encore sur la planète. Là. Fait que tu peux léguer ton t-shirt à toute ta famille et tout le monde peut léguer son t-shirt aux gens d'après. Il va toujours être là. Aussi, il y a du pétrole qui est utilisé dans les pesticides, puisque les pesticides qui sont utilisés pour les plantes de coton sont produits avec du pétrole. Puis finalement, il y a le coton, le lin et le chanvre qui sont utilisés pour les fibres naturelles. D'accord. Puis pourquoi est-ce que l'exploitation des ressources, c'est un enjeu important par rapport à la mode rapide? Dans le fond, l'enjeu problématique, c'est que la mode rapide, ça produit en quantité phénoménale. Ça exploite beaucoup de ressources naturelles, au-delà des capacités de renouvellement de la Terre, comme j'en ai parlé tantôt un petit peu. Dans le fond, la mode rapide, ça suit un modèle capitaliste qui prône la production excessive. On veut toujours faire plus de profit, puis dans cette optique-là, l'environnement n'est pas du tout considéré. C'est un cycle qui finit jamais, on en veut toujours plus. De là, la base de la problématique. Nous vous remercions d'écouter le podcast Humain. Pour la suite du podcast, nous souhaitons vous présenter comment la mode rapide se déroule dans notre société. Et pour ce faire, nous souhaitons analyser les fonctions sociales de la mode et aussi faire une analyse interactionniste de la mode en société. Donc pour ce faire, nous avons fait une entrevue avec Karine Foucault, notre spécialiste. Ces réponses nous permettront d'approfondir la réflexion, donc nous vous laissons avec un extrait de notre entrevue. La mode remplit plusieurs fonctions. Ça peut être de la cohésion sociale, donc permet aux individus de s'intégrer dans un groupe en adoptant des codes vestimentaires qui sont communs. Ça peut être de structurer aussi les interactions, en dire quels sont à travers l'habillement, à travers les codes, des comportements appropriés selon les contextes. Donc, je pense aux uniformes peut-être dans certains milieux de travail, uniformes à l'école. Si par exemple on reçoit une invitation puis ça nous dit vous devez avoir la tenue de soirée. Puis, il y a un côté aussi où la mode vient innover, vient s'adapter. Donc, on sait que la mode, ça évolue. Ça évolue avec les changements sociaux, économiques, technologiques. En parlant des fonctions sociales des vêtements, ça m'a fait penser, est-ce que les vêtements servent de moyen pour inclure ou exclure des personnes en société? Bien, les vêtements, je l'ai dit un petit peu tantôt, je l'ai abordé quand je parlais du sous-groupe. Donc, il y a un rôle fondamental dans le vêtement pour l'intégration sociale. Je veux que ce soit mon marqueur d'appartenance, mon marqueur d'identité. Je veux finalement me conformer aux attentes qui est attendues de mon milieu. Donc, ça peut être mon milieu de travail. Ça peut être, si je repense aux uniformes à l'école, ben j'ai pas le choix. Donc, je dois, pour être inclus à l'école, me conformer peut-être à l'uniforme. Ça peut être dans mes cercles, mon réseau social également. Donc,
je vais venir finalement me conformer aux normes sociales. Je vais venir porter le vêtement qui est adapté à un contexte X pour justement faciliter l'intégration, puis en même temps d'éviter l'exclusion. Ça peut être aussi de refléter mon identité culturelle. Donc, on sait qu'on peut avoir des vêtements plus traditionnels qui vont être associés à des groupes culturels, ethniques. Ça peut même aller jusqu'à des groupes religieux, toujours dans le but d'avoir cette reconnaissance-là, cette inclusion. Puis, il y a une mode, puis les sculptures, comme j'abordais, donc certains styles vestimentaires permettent vraiment à un individu de venir s'identifier à une communauté, puis de se faire accepter aussi au sein de cette communauté-là. Donc, si par exemple, moi, je veux devenir, je sais pas, moi, punk, je vais devoir finalement recourir au vêtement qui est associé finalement à cette sous-culture-là. Donc, je vais venir être acceptée au sein de ce groupe-là. Donc, si oui, il y a l'élément aussi, on va chercher en quelque sorte l'appartenance sociale, donc ce qu'on appelle aussi l'endogroupe. Donc, l'endogroupe, c'est à qui moi j'appartiens, puis l'exogroupe, c'est qui sont les autres groupes à part. Donc, si je veux vraiment faire partie d'un endogroupe, je vais venir me conformer à ce modèle-là. Malheureusement, on sait que la mode peut être aussi un vecteur d'inégalité, d'exclusion. Donc, entre autres, y a-t-il la barrière économique? Est-ce que j'ai accès peut-être à certaines marques? Donc, je pense entre autres des fois là, où on est peut-être plus influençable dans notre identité, mais à l'adolescence. Peut-être que c'est plus la marque Nike qui est valorisée, mais c'est Adidas qui l'est. Donc, je vais peut-être vouloir avoir ces marques-là. Mais est-ce que j'ai ou moi, ou peut-être ma famille, a les moyens financiers pour que je puisse me procurer cette marque-là en question. Donc, ça se peut qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, on vient renforcer aussi les inégalités. Il peut y avoir une discrimination aussi au niveau du vêtement. Donc, certaines tenues peuvent entraîner des préjugés, de l'exclusion. Donc, par exemple, si j'ai un vêtement qui est jugé non conforme dans un milieu, à ce moment-là, je peux être victime aussi de discrimination. Donc, si j'arrive au travail puis j'ai un vêtement qui n'est pas approprié, oui, je peux avoir des sanctions, je peux être aussi exclue. Au niveau aussi de l'exclusion, c'est est-ce que je suis capable de répondre aux pressions sociales? Est-ce que je suis capable de venir me conformer? Donc, peut-être pas juste non plus au niveau financier, mais la mode, on ne se cachera pas, ça va venir imposer des standards des fois qui peuvent être difficiles à venir finalement dire je vais venir me conformer aux standards attendus. Donc, ça peut créer une pression sociale pour être à la mode, pour être accepté, mais que je ne suis pas capable de répondre. L'interactionniste va regarder le sens, la symbolique qu'on va associer finalement, entre autres, à la mode, mais aussi à travers les interactions. Donc, est-ce que ça me permet, moi, en tant qu'individu, d'exprimer mon identité? Est-ce que ça me permet justement d'avoir un langage symbolique où je vais venir peut-être exprimer mon statut, ma personnalité, mon appartenance à un groupe? Erving Goffman disait que c'était la construction de soi. Donc, la mode, c'est en quelque sorte pour lui une mise en scène de soi, de la vie quotidienne, où je vais choisir des tenues pour influencer la perception que les autres vont avoir de moi. Exemple, je m'en vais en entrevue pour un emploi, mais je vais peut-être pas m'habiller de la même façon que si, par exemple, je suis à la maison un vendredi soir. Donc, je vais vouloir finalement un petit peu être un caméléon puis influencer la perception des autres. La mode aussi, c'est influencé par les interactions. Donc, parfois, je vais regarder la mode puis je vais peut-être me dire, moi, ça me correspond pas, j'aime pas ça. Et oups, finalement, je viens un peu me conformer au modèle. Donc, je vais venir adopter finalement ce que la société est valorisée au niveau de la mode. Donc, pour résumer un peu là, ce que Karine a dit par rapport à son analyse des fonctions sociales de la mode, dans le fond, la mode, c'est un moyen d'expression individuelle. C'est une manière de refléter les normes puis les valeurs de la société. La mode, ça dicte aussi les tendances. Les vêtements, ça définit des codes vestimentaires là, selon les différents milieux ou les différentes occasions. La mode influence également le mode de vie et les comportements de consommation des personnes, puis ça l'aide à s'identifier ou non à des groupes. Je voudrais juste apporter un certain point sur la fonction sociale de la mode qui serait que la mode dicte les tendances. Je suis d'accord avec le fait que la mode dicte les tendances puis elle établit vraiment un barème pour qu'est-ce qui est tendance et ce qui l'est pas. Mais en même temps, j'ai l'impression que dans l'industrie de la mode, il y a un certain renouveau, un désir de toujours innover. Puis j'ai l'impression que c'est un cycle sans fin puisque oui, la mode va établir les prochaines tendances puis va les faire respecter, mais pour garder cet engouement-là, il faut toujours innover, toujours trouver la prochaine tendance.
Puis aussi actuellement, vu que le phénomène de mode il devient de plus en plus rapide, puis les tendances ils changent rapidement, ben il y a aussi le fait que quand une mode va être tendance, ben il y a un certain moment où est-ce que elle va être complètement déchue dans le sens que elle va non seulement elle va plus être tendance, mais si tu continues à suivre cette mode-là, ben tu risques d'être exclu ou tu risques de te faire juger par les personnes qui suivent la nouvelle tendance. Donc c'était principalement ce qu'on avait à dire sur les fonctions de la mode en société. Maintenant, Charlie, j'aimerais discuter avec toi. Comment est-ce que pour toi la mode est une façon de te présenter, puis comment l'influence des autres peut influencer la façon dont tu t'habilles? Ben, comme Karine en avait parlé un petit peu là, dans notre entrevue qu'on a eue avec elle, tu sais, quand je suis habillée chez moi, comme en ce moment, tu sais, je suis habillée en confortable, en mou, confortable pour moi, comment moi je vais me sentir bien. Alors que si je m'en vais magasiner, faire mon épicerie ou que je sors de la maison, moins pour m'en aller au cégep ces temps-ci, mais si je sors de chez moi, en général, là, je vais faire attention à comment je m'habille, je vais me maquiller, je vais préparer mes cheveux. Je vais pas être habillée du tout de la même manière, dépendamment si je reste chez moi ou pas. Puis je pense que oui, c'est parce que je veux aimer la manière dont je suis habillée, la manière que les autres me voient. Mais justement, je veux que les gens me voient d'une bonne manière. Fait que c'est l'influence des autres à ce point-là, là, parce que sans eux, je serais habillée tout le temps en mou puis en confortable. Donc en fait, le regard des autres pour toi est important par rapport à la façon dont tu t'habilles. Ouais, ben il est important pour moi, point, là. Puis ça, je le cache jamais, là. C'est super important pour moi. Je pense pas que c'est nécessairement une super, super bonne chose. Mais ouais, je veux faire bonne impression devant les autres. Je comprends. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours vu les vêtements comme un prolongement de mon identité, dans le sens que j'ai ma personnalité intérieure que, en discutant avec les gens, en m'exprimant, ben c'est sûr, je dégage un peu ce caractère-là. Mais j'ai l'impression que les vêtements vont vraiment pouvoir refléter un peu ma personnalité. Donc, c'est une façon pour moi d'encore définir qui je suis, puis ça permet aussi aux autres un peu plus de comprendre qui je suis. Comme, par exemple, pour moi, la planche à roulettes, c'est super important dans ma vie. Puis, il y a toute une culture autour de la planche à roulettes, puis ça influence définitivement la mode vestimentaire. Donc, il y a un style vraiment qu'on pourrait dire attitré aux planchistes. Puis en m'habillant de cette manière, ben, ça me permet de m'identifier comme un planchiste, puis ça permet aussi aux autres planchistes de me reconnaître facilement, ce qui fait en sorte que je m'identifie à un groupe, puis que les autres, ben, ils peuvent me reconnaître facilement. Ouais, en ayant un style qui sort de l'ordinaire, là, entre guillemets, t'as plus tendance à avoir un groupe d'appartenance, tandis que moi, par exemple, je m'habille comme la norme, tu sais, des jeans avec un chandail noir ou peu importe. Donc, vu que je suis plus dans tout le monde comme la basic white girl, mettons, ben, j'ai pas vraiment de groupe d'appartenance parce que justement, je suis la norme. Fait que je pense que vraiment, la mode, oui, ça l'aide à avoir des groupes d'appartenance, mais il faut que tu sortes des normes pour avoir ton groupe d'appartenance. Les autres personnes qui vont sortir de la majorité. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une différence entre, comme tu dis, toi qui suivrais les tendances, puis d'autres groupes qui ont vraiment une identité vestimentaire, si on peut le dire comme ça, fixe, dans le sens, oui, la mode peut un peu jouer là-dessus, mais il y a une base solide, tandis qu'il y a différentes personnes qui préfèrent juste suivre les tendances que la mode dicte. Donc, maintenant qu'on a analysé le problème dans son ensemble, on souhaite vous présenter des solutions pour remédier au problème.
Oui, donc la première solution qu'on a pu trouver, c'est de consommer de façon plus responsable. Puis ça se fait premièrement par d'observer les composantes du vêtement parce que, comme on a pu le voir, il y a des fibres qui sont plus dommageables que d'autres. Puis, dépendamment aussi de comment tu vas utiliser ton vêtement, ben il y a des fibres qui sont plus durables que d'autres. Dans la consommation responsable, il y a aussi l'observation de la marque de ton vêtement. Donc, d'observer le mode de production, de s'informer dans le fond comment le vêtement a été produit, puis d'essayer de se tourner vers des alternatives qui sont bio-responsables, qui sont éthiques et qui sont locales. Parce que la production locale, ben souvent, ça va éviter d'encourager justement le phénomène de délocalisation puis l'exploitation des travailleurs. En ce moment, avec la mode rapide, on peut voir une des conséquences, c'est qu'avec le surplus de vêtements qu'on peut retrouver dans les friperies, ben ceux-ci sont envoyés dans des sites d'enfouissement pour les stocker. Donc, c'est très important de donner au consommateur final lorsqu'on veut se départir de nos vêtements. Ça fait partie du cycle de fin de vie des vêtements que nous autres, en tant que consommateurs, on est responsables. Donc, que ce soit par la vente ou juste de donner à ses amis, à sa famille, ça nous permet de vraiment s'assurer que la personne à qui on veut donner notre vêtement va le recevoir. Tandis que si on le donne en friperie, il y a à peu près 80% des vêtements en friperie qui vont être envoyés dans des sites d'enfouissement. Aussi, avec le phénomène de surabondance de vêtements dans les boutiques de seconde main, le stéréotype qu'on peut entendre qui dit que c'est pas une bonne chose d'aller dans les friperies parce qu'on prend la place des gens plus démunis, il est totalement faux. Vraiment, en ce moment, c'est encore plus important de redonner une deuxième vie à un vêtement en achetant en friperie. Parce que sinon, il y a des bonnes chances de se retrouver dans des sites d'enfouissement. Puis c'est vraiment une bonne alternative d'aller en friperie pour acheter ses vêtements au lieu d'aller dans les centres d'achat. Parce que, règle générale, un vêtement qui est déjà produit, techniquement, c'est le vêtement le moins polluant, c'est le vêtement le plus vert. Donc, d'autres solutions aussi qu'on avait trouvées, il y en a une que c'était de porter, réparer et recycler ses vêtements. Si tu as acheté un chandail, c'est pas pour qu'il reste dans ton garde-robe. Tu l'as acheté, tu veux le porter, tu veux l'utiliser. Puis oui, les modes vont changer, mais c'est pas parce que la mode change que tu dois absolument t'acheter un nouveau chandail qui répond à ça. Tu peux essayer d'adapter les vêtements que tu as déjà pour répondre aux nouvelles tendances d'une certaine manière. Tu peux aussi réparer. Fait que si ton pantalon, tu le portes plus parce qu'il y a un bouton qui a brisé, c'est facile de le réparer. Tu as juste besoin d'apprendre à coudre une couture qui est brisée, même chose. Puis si toi, t'es pas capable de le faire, on peut toujours aller voir des professionnels. C'est ça leur job, ils sont formés pour ça. C'est super facile. Eux, ils vont le faire. Oui, ça va te coûter un peu d'argent, mais ça coûte beaucoup moins cher que de s'acheter un nouveau chandail. On peut également recycler ses vêtements. Donc, un t-shirt blanc que t'aimes plus ou des jeans brisés, tu peux toujours le changer en quelque chose d'autre. Par exemple, là, sur TikTok, il y a plein de vidéos de ça, de quelqu'un que ses jeans, elle les aime plus, donc elle va venir le changer, ça va devenir une sacoche, un t-shirt qui devient un linge à vaisselle. T'sais, tout peut se transformer pour qu'on puisse le réutiliser. Oui, ce sera plus un chandail, mais il va pas finir aux poubelles non plus. On peut également essayer de se conscientiser personnellement ou conscientiser la société sur la réelle valeur d'un vêtement. Dans le fond, dans notre société, là, on est rendu vraiment habitué d'acheter des vêtements de mauvaise qualité parce que c'est à bas prix. C'est ça qu'on veut, acheter pour pas cher. Mais au final, tu vas devoir en acheter plus pour que ça... Tu finis perdant au final, là, ton chandail. Ton bon chandail, tu vas l'acheter un petit peu plus cher que des t-shirts un peu de mauvaise qualité, de moins bon prix, de prix plus bas. Mais tu vas devoir en acheter beaucoup plus parce qu'il va se briser, il va se tacher, il va rétrécir au lavage. Il va arriver quelque chose à ton chandail puis tu vas devoir en acheter plus. Donc, en achetant un chandail de meilleure qualité, t'en as pour ton argent parce que oui, c'est plus cher, mais tu l'as pour plus longtemps, il va être plus durable. Puis, t'encourages pas la mode rapide. On doit également apprendre à prendre soin de nos vêtements. Par exemple, avec le lavage, si je prends l'exemple des jeans, tu peux le porter comme 10-15 fois sans nécessairement avoir besoin de le laver.
Par contre, dans notre société, on lave nos vêtements parce que c'est vraiment plus facile de lancer ton linge dans ton panier de lavage que de le ranger puis de remettre à sa place. Mais le problème avec ça, c'est que quand on le lave, ça veut pas dire qu'il est sale, c'est juste parce qu'on a passé une journée ou un après-midi avec ce chandail-là ou ces pantalons-là sur nous. Puis en le lavant, on le détruit. Donc en voulant faire attention à nos choses puis en les lavant pour que ça reste propre, on détruit notre linge puis on le rend moins durable. Finalement, notre dernière solution qu'on veut vous proposer, c'est de faire attention à comment les compagnies nous influencent, puis finalement de faire un effort pour éviter la surconsommation de vêtements. Donc, justement, avec la mode rapide, la succession des tendances, ça peut être tentant de justement toujours suivre la nouvelle tendance, de refaire sa garde-robe. Mais réellement, là, on n'a pas besoin de toujours avoir des vêtements de tendance. Ce qu'il faut, c'est seulement d'avoir des vêtements qui nous font bien. Donc c'est ça, c'est juste de s'assurer de consommer juste ce qu'on a besoin, puis de ne pas tomber dans la surconsommation. Donc là, les solutions qu'on vous a présentées, c'était principalement des solutions qui concernent les consommateurs. Mais il faut comprendre que la mode rapide, c'est un enjeu qui se passe en deux temps. Ben, il y a la production des vêtements, puis la consommation des vêtements. Donc, les solutions qu'on vous a proposées, puisqu'ils étaient axés sur les consommateurs, ben, ça vient vraiment toucher la deuxième section, donc la consommation et justement la gestion de fin de vie d'un vêtement. Mais ce serait vraiment pertinent aussi d'essayer de trouver des façons, des meilleures alternatives pour produire de façon plus responsable. Donc, dans ce podcast, on traitait de la mode rapide et on l'a fait avec 3 différentes disciplines, soit l'économie, la géographie et la sociologie. Ces disciplines nous ont permis de comprendre que le néolibéralisme est à l'origine même de la mode rapide. Ensuite, le capitalisme est le modèle sur lequel la mode rapide se base. Puis, on a pu comprendre avec Myriam Laroche tout le processus de production d'un vêtement. En géographie, la relocalisation des industries a été abordée, notamment le fait qu'ils tirent avantage des différences dans les réglementations en différents pays. Il a aussi été question de la surexploitation des ressources naturelles par les marques de mode rapide. Puis, en sociologie, nous avons pu comprendre que la mode rapide a différentes fonctions sociales, notamment l'expression de soi, et que la mode rapide influence grandement nos interactions entre différents acteurs dans la société. Finalement, différentes solutions ont été abordées pour permettre à nos auditeurs de faire des choix plus éclairés en tant que consommateurs. Merci à nos 2 expertes, Karine Foucault et Myriam Laroche, de nous avoir accordé du temps pour notre projet. Merci pour votre contribution à notre projet grâce à votre grande expertise. C'est extrêmement apprécié. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des idées de sujets pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à venir nous écrire. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. C'était vos 2 animateurs préférés, Charlie et Étienne. Vous avez écouté le podcast humain.